je suis Richard Jacquemont, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire professeur des universités, en fait, professeur de langue et littérature arabe à Aix-Marseille Université depuis pas mal d'années. J'ai découvert l'arabe un peu par hasard et je suis tombé amoureux de cette langue et rapidement, en apprenant l'arabe, j'ai découvert que j'apprendrais plus vite si je faisais de la traduction et c'est comme ça que je suis devenu traducteur de façon un petit peu curieuse. Mais c'est devenu une passion et quelque chose qui m'a accompagné pendant toute ma carrière. On dit traducteur littéraire, en fait, ça implique qu'on parle de littérature, mais c'est plus large en fait. Quand on dit traducteur littéraire, en fait, on parle des gens qui traduisent des livres que ce soit de la littérature proprement dite, c'est-à-dire des romans, de la poésie ou de la philosophie ou des essais ou des livres d'histoire, tout ça. En fait, voilà, c'est traducteur littéraire, c'est quelqu'un qui traduit des livres. Et d'ailleurs, enfin, c'est quelqu'un qui est un auteur, quoi, qui est considéré d'ailleurs par la loi comme un co-auteur, quoi, qui a les mêmes droits, les mêmes obligations que l'auteur, qu'un auteur. Et pourquoi c'est important? Chacun le perçoit intuitivement, c'est-à-dire que sans le travail de traduction des œuvres, donc des œuvres de l'esprit écrites, d'une langue à l'autre, notre horizon intellectuel serait complètement restreint parce qu'on ne vit plus dans le contexte où on vivait dans les époques anciennes ou dans un univers comme le monde latin, hein, où tout le monde, voilà, dans un vaste espace qui pouvait se considérer comme le monde entier, tout le monde lisait et comprenait le latin et pouvait échanger en latin, qui était la langue véhiculaire d'un vaste espace. Où, alors aujourd'hui, vous pourriez me dire, l'anglais, c'est un peu le latin d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai dans certains domaines d'ailleurs. Les scientifiques, un biologiste, un ingénieur peut-être aussi aujourd'hui pour un informaticien, etc., peut vivre avec l'anglais. Mais les œuvres de l'esprit, les œuvres littéraires, qu'il s'agisse de poésie, de fiction, de grandes œuvres de la pensée, depuis que l'écrit existe, tout ça c'est toujours formulé dans différentes langues et la pensée humaine, l'universel littéraire, tout ça s'est enrichi par la circulation de ces grands et moins grands textes, parce que qu'est-ce qu'un grand texte, qu'est-ce qu'un petit texte, ça, on ne peut pas le savoir tout de suite, c'est l'accumulation des traductions d'ailleurs aussi qui fait que un texte finit par ou pas faire partie d'une espèce de patrimoine mondial comme ça de la littérature, de la pensée. Donc moi, je préfère le terme d'éclaireur, si vous voulez qu'on choisisse un mot pour parler des traducteurs, voilà, d'éclaireur, parce que les Anglais, dans le domaine de la littérature, disent scout. Le scout, c'est presque un métier. Scout, ça veut dire éclaireur, hein, c'est celui qui, parce qu'il il a justement un pied des deux côtés, ou en tout cas, il a une connaissance intime d'une culture étrangère, d'un espace culturel étranger, et donc il découvre des choses dans cet espace qui ne sont pas encore connues ailleurs, et donc il propose à des gens, à des éditeurs, à des agents divers et variés, de découvrir, de faire découvrir un auteur, un texte, un livre, par le biais de la traduction, parce que pour le moment, ce texte, cet auteur, écrivent dans une langue qui n'est pas celle dans laquelle le traducteur vit et travaille. Donc, vous voyez, c'est ça. Moi, j'aime bien cette idée d'éclaireur. Je préfère ça parce que voilà, ça induit moins cette espèce de préjugé qu'il y a des cultures. Non, les cultures n'existent pas. Il y a une culture universelle, il y a une culture humaine. Dans cette culture humaine, il y a des sous-cultures et tout ça est connecté. Et voilà, je suis l'éclaireur.
La compétence de base, donc évidemment, c'est des compétences linguistiques, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, hein. Alors souvent, les gens, vous rencontrez des gens quand vous êtes traducteur qui vous disent « Ah ben moi, je suis parfaitement bilingue, donc je peux traduire ». Non, ça ne suffit pas. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de connaître deux langues, de savoir les déchiffrer, comprendre parfaitement et s'exprimer à l'écrit parfaitement dans la langue vers laquelle on va traduire. Il faut aussi d'autres choses. Il faut d'abord une grande curiosité, justement pour aller découvrir, déjà pour aller découvrir ces choses, ces textes que vous allez faire passer à travers la traduction dans un nouvel espace culturel. Et donc beaucoup de curiosité. Et puis, beaucoup d'humilité surtout et de modestie parce que, alors, parmi les différentes qualités qu'il faut avoir, il faut tout le temps se remettre en cause. C'est-à-dire, vous lisez un texte comme ça, vous avez l'impression que vous avez tout compris parce que vous maîtrisez parfaitement la langue, les codes et tout. En fait, un texte littéraire, a fortiori, c'est-à-dire un texte qui est dense, qui est riche, il se prête forcément à des lectures épaisses, complexes aussi, et il va falloir le lire, le relire et comprendre les différentes dimensions pour pouvoir le traduire. Donc, le déchiffrage, le décodage du sens, c'est une opération beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et donc qui implique voilà, une forme d'humilité de la part du traducteur. Et après, quand je vais rendre ce message en essayant de faire passer à la fois son sens et sa forme dans une autre langue, ça va être forcément aussi imparfait, parce que c'est une opération qui est toujours imparfaite. Parce que de toute façon, ce que je vais écrire dans la nouvelle langue, c'est pas l'auteur qui l'a écrit et c'est pas dans sa langue d'origine. Donc il y a forcément quelque chose qui ne passe pas, et il y a forcément quelque chose qui est rajouté en plus, hein. Le traducteur dit toujours il manque du sens, il manque ceci, il manque cela, il n'a pas rendu complètement ceci ou cela. C'est vrai, mais on oublie de dire que non seulement il n'a pas rendu, mais du fait qu'il l'a réécrit dans une autre langue, mais il a rajouté du sens, quelque chose qui fait que le lecteur du texte traduit va forcément trouver dans ce texte peut-être moins que des choses que le lecteur d'origine, de l'original, avait vu, avait senti, avait ressenti, comprise, que le lecteur de la traduction ne trouve pas. Mais le lecteur de la traduction va trouver aussi des choses en plus. Il y a toujours du moins et du plus. Donc voilà, on est toujours dans cette imperfection qui suppose beaucoup d'humilité. Voilà. Le défi majeur, c'est voilà, accepter cette idée que quelque chose du sens du texte, de l'intention de l'auteur vous échappera toujours parce que vous le prenez toujours, vous le lisez toujours depuis votre propre regard, depuis votre propre point de vue à un moment donné, et que une autre personne, à un autre moment, dans un autre endroit, pourrait le comprendre autrement. Donc ça, c'est le grand défi. Et à partir de là, il faut accepter que donc le travail qu'on fait est imparfait, et puis que donc il peut être refait aussi, hein. C'est la grande leçon de la traduction des grands textes littéraires, c'est qu'ils sont régulièrement retraduits aussi, hein, parce que chaque époque va relire telle ou telle grande œuvre d'une manière différente. Et la conséquence de ça aussi, c'est qu'on ne va pas du tout aborder un texte ancien, classique, d'un auteur classique, décédé, etc., de la même manière qu'on aborde, qu'on traduit un auteur contemporain. À une exception près, une seule fois, j'ai traduit un livre avec qui je n'ai pas pu échanger avec l'auteur. Sinon, je traduis uniquement des auteurs vivants que je connais, avec qui j'établis une relation de confiance, avec qui j'échange. Et donc, ce grand défi du sens, je le surmonte, du déchiffrement du sens et du message, je le surmonte en échangeant régulièrement avec l'auteur. C'est quelque chose d'absolument
indispensable pour moi. L'autre défi, c'est de réécrire, de reformuler ce texte dans la langue d'arrivée. Et là, aussi, c'est un exercice qui implique beaucoup de modestie. Alors, le défi, voilà, je vais vous le formuler par rapport à l'écriture sur ordinateur aussi, hein. C'est que ce que vous allez écrire, vous n'en serez jamais satisfait. Et le problème avec l'écriture par les instruments électroniques d'aujourd'hui, Word, etc., c'est que vous avez devant vous une espèce de brouillon perpétuel. Si vous ne vous contrôlez pas, ben vous pouvez considérer que le texte que vous avez devant vous est sans cesse modifiable, améliorable, perfectible, etc. Et à un moment donné, il faut dire stop et accepter que ben voilà, cette version qui est devant moi, c'est la version finale, dont on n'est jamais vraiment satisfait parce qu'il y a toujours quelque chose qui a résisté à l'opération dans l'opération de traduction, et c'est toujours quelque chose qui a résisté. Donc on voudrait toujours améliorer, mais à un moment donné, il faut dire stop. Le métier a été complètement transformé par la révolution numérique, avant même l'intelligence artificielle, etc. Mais bon, j'ai évoqué le traitement de texte déjà, mais Internet, c'est une transformation énorme aussi. Avant l'intelligence artificielle, je vous donne un exemple. Donc moi, je traduis de l'arabe vers le français. Par exemple, dans des romans arabes qui m'est arrivé de traduire, vous tombez souvent sur des... l'arabe est une langue qui s'écrit avec un autre alphabet, et cet autre alphabet ne correspond pas exactement à l'alphabet latin. Il manque des lettres par rapport à l'alphabet latin, il y en a d'autres qui sont en plus. Donc quand vous avez un terme originellement conçu, écrit dans un alphabet latin, par exemple, je vous donne un exemple, un nom propre de médicament, et que vous retrouvez ce terme en arabe, comme certaines consonnes et certaines voyelles n'existent pas en arabe, vous vous interrogez sur quel est, quand vous voulez retranscrire en caractère latin ce terme qui a été transcrit en arabe, vous vous demandez comment il s'écrivait originellement. Et si ce n'est pas un terme très courant, ben là, vous êtes obligé de prendre votre Internet et par tâtonnement, comme ça, d'essayer de retrouver la graphie correcte de ce nom de médicament, par exemple, que vous venez de lire écrit en alphabet arabe et que vous ne connaissez pas dans sa bonne graphie. Bon là, ça peut être un nom de médicament, ça peut être un nom de ville, de lieu, etc. Et tout ce travail-là a été extrêmement facilité par la recherche très très rapide qu'on peut faire avec Internet. Même des choses, par exemple, moi, je donne des cours de traduction, y compris de traduction littéraire. Les étudiants sont face à plusieurs choix de reformulation de tel ou tel mot, de telle ou telle expression, etc. Souvent, ils hésitent. Je leur dis, vous avez une hésitation entre deux traductions possibles qui sont tout aussi justes et qui sonnent tout aussi correctement en français. Essayez, voyez, faites le référendum Google. Qu'est-ce que c'est que le référendum Google? Vous prenez votre proposition de traduction, vous la mettez entre guillemets, enfin vos deux propositions de traduction, vous les mettez entre guillemets et vous tapez ça dans Google. Et là, vous voyez si l'expression que vous avez forgée existe dans la langue, si elle est couramment utilisée, si elle n'est pas couramment utilisée, etc. Bon, ça, c'est encore un exemple. Un autre exemple, bon, maintenant, les traducteurs, sauf exception, sauf des choses très très pointues, mais on n'utilise plus de dictionnaire papier. Hein. On est tout le temps sur tous les dictionnaires pratiquement, généraux, spécialisés, techniques, etc. Tous les dictionnaires dont on a besoin sont en ligne. Et là aussi, voilà, ça a complètement changé de travail. Par contre, ce qui n'a pas encore changé et ne changera pas dans le domaine de la traduction littéraire, c'est là, je pense que l'intelligence artificielle, ChatGPT, Google Traduction, tout ça va très très peu
affecté le travail du traducteur littéraire. Ça a complètement transformé le travail du traducteur technique, professionnel, qui traduit des textes qui sont écrits dans une langue standardisée, technique, scientifique, juridique, médicale, etc. Parce que c'est un langage standardisé que la machine est capable d'intégrer et de reproduire. Mais dès que vous êtes, plus vous êtes sur des formes d'expression qui font intervenir l'intelligence humaine dans tout ce qu'elle a de créatif, dans sa capacité à s'écarter de la norme du langage standardisé 1 plus 1 égale 2, plus vous êtes dans ces domaines et moins l'intelligence artificielle peut vous aider et intervenir. Donc, de ce côté, les traducteurs techniques ont du souci à se faire, leur métier est déjà transformé. Ils font ce qu'ils appellent de la post-édition maintenant, c'est-à-dire qu'ils réécrivent des textes produits par des machines. Dans le domaine des œuvres de l'esprit, que sont les textes littéraires, poétiques, etc., dramatiques, philosophiques, tout ça, là, je ne me fais pas de soucis. On a encore de belles années devant nous. Comme je le disais à un moment donné, tout à l'heure, moi je travaille avec des gens qui sont vivants, que je connais, avec qui j'établis des relations de confiance, d'amitié. Donc, par exemple, je vais vous parler du dernier livre que j'ai traduit. C'était un concours de circonstances assez heureux parce que je venais de lire le livre lors de mon dernier séjour, avant-dernier séjour en Égypte. C'était un livre d'une écrivaine, poète, qui est aussi universitaire maintenant, égyptienne, qui travaille au Canada, mais que j'ai connue dans les années 90, à l'époque où je vivais en Égypte et où je préparais ma thèse de doctorat sur ce que j'appelle le champ littéraire égyptien. Donc, en particulier, elle était à l'époque, donc, faisait partie de l'avant-garde poétique des années 90 en Égypte. Donc, elle s'appelle Iman Mersal. Et je lis ce livre, j'en tombe amoureux immédiatement parce qu'elle raconte dans ce livre l'enquête qu'elle a menée pour retrouver la trace, ou les traces, le livre s'appelle Sur les traces de Inayat Zayat, une femme, une jeune écrivaine égyptienne totalement inconnue, donc tout le monde a redécouvert ou découvert surtout l'existence à la suite du livre d'Iman Mersal, parce que donc cette femme s'est suicidée en 1963 sans avoir pu publier son unique roman qui a été publié à titre posthume en 1967. Et Iman Mersal était tombée par hasard sur ce livre vers 1993, au moment où elle et moi, on a fait connaissance à peu près d'ailleurs, c'est amusant. Puis, depuis cette époque, elle avait été complètement marquée par ce livre, et puis elle avait gardé l'idée de chercher qui était cette femme, l'autrice inconnue de ce livre unique et méconnu aussi. Et donc, je tombe amoureux de ce livre, je dis à mon éditeur, je veux absolument le traduire, alors que je lui avais dit quelques mois avant que j'étais plus disponible pour la traduction, j'avais trop de travail à l'université pour ces années. Mais là, je dis non, ça, il faut absolument que je le fasse. Et coup de chance, donc on était en fin février, début mars 2020, 15 jours après, nous voilà confinés et pendant 3 mois, en fait, j'ai passé le premier confinement à traduire ce livre en ayant des échanges par Skype avec l'autrice qui était au Canada, confinée elle aussi évidemment, et chaque semaine on avait une réunion de travail sur les différents problèmes que posait cette traduction. Et c'était une expérience vraiment très riche parce que, bah, évidemment, comme vous l'imaginez, donc non seulement vous plongez dans un texte, mais avec le texte et en échangeant avec l'auteur, donc c'est toute
c'est tout un contexte, toute une époque, tout un tas de problèmes, de situations, d'émotions qui sont éveillées par cette expérience de traduction. Donc c'est ce qui fait la richesse de ce travail. C'est ce qui fait qu'on l'aime. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, je dis toujours aux personnes qui me sollicitent pour savoir quand, comment, que choisir, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir traducteur littéraire. La première chose à savoir dans ce métier, qui n'en est pas vraiment un, puisque on peut difficilement ne faire que ça, c'est traduisez des textes que vous aimez. Il faut vraiment le faire. Il faut tomber amoureux du texte pour pouvoir à la fois lui rendre justice et aussi supporter toutes les avanies que vous allez devoir supporter en tant que traducteur pour lui trouver un éditeur, être payé à coup de fronde parce que de toute façon on serait mal payé, etc., etc. Donc c'est vraiment un travail d'amour. Voilà, c'est la chose la plus importante qu'on puisse dire, je crois, dans ce métier.